Dans cette vidéo, on va tenter de percer un grand mystère du monde de One Piece. Ce mystère, il est lié à la forme de la carte de ce monde et potentiellement au gouvernement mondial. Enfin, ce mystère, c'est celui du fonctionnement du log pose, qui n'est clairement pas celui que vous attendez. Alors oui, le log pose, ça paraît peu attrayant, mais cette enquête, elle va pourtant bien nous apporter des réponses à l'intrigue globale de l'œuvre, tout en nous apprenant des choses. Maintenant, si vous vous interrogez sur le contenu de cette vidéo, eh bien je dirais qu'on va développer plusieurs points a priori indépendants, que ce soit la carte de leur monde, le sujet du magnétisme, l'histoire de la navigation terrestre ou encore les particularités du log pose, puis que tous ces points, ils vont finalement naturellement se relier pour finir par déboucher sur une grande théorie One Piece. Alors oui, ça fait beaucoup d'infos, donc si à ce stade tu te demandes logiquement comment tous ces parallèles à notre monde vont pouvoir nous mettre sur la route du fonctionnement du log pose et de réponses à des questions sur l'œuvre, eh bien reste jusqu'à la fin, car tes réponses, tu les auras aujourd'hui dans Spéculation. Personnellement, un de mes rêves, c'est pas très original, mais ce serait de voyager au Japon. Et pour ça, j'aimerais quand même avoir quelques bases en japonais, donc je pourrais tenter d'apprendre avec l'anime One Piece en VO, mais je pense que le plus simple, c'est de me tourner vers Rosetta Stone, notre partenaire du jour. Cette application, elle te permettra d'apprendre de nouvelles langues, que ce soit sur ton téléphone ou sur ton PC. Donc si l'apprentissage d'une langue fait partie de tes objectifs, tu devrais trouver ton compte avec Rosetta Stone, qui peut te former sur pas moins de 24 langages différents. De mon côté, j'ai commencé à tenter d'apprendre le japonais avec. Bon, j'avais zéro base, mais j'étais curieux. Et ce que j'ai trouvé original dans l'application, c'est le parti pris qu'elle fait pour apprendre une langue, celui de ne jamais se baser sur la traduction. Oui, on ne passe jamais par le français dans les exercices de Rosetta Stone, donc en gros, on apprend plus par l'erreur et la déduction. Au début, j'étais un peu sceptique, mais au final, je trouve ça bien, ça te force à t'immerger et à comprendre par toi-même les mécaniques d'une nouvelle langue. Donc oui, il faut y mettre de l'attention et s'investir, mais je pense que c'est efficace sur le long terme. Après, il y a plein d'autres trucs intéressants dans l'appli, genre la possibilité de choisir tes objectifs d'apprentissage, l'opportunité de mettre des rappels pour suivre un rythme précis et routinier, le fait qu'il y ait aussi des ressources disponibles comme des histoires et des leçons audio, ou encore la reconnaissance vocale. Sakana. Sakana. Allez là. Donc voilà, je vous recommande l'appli. De mon côté, je vais continuer à l'utiliser pour avoir quelques bases, et sachez que pour l'instant, j'ai pu me rendre compte que je connaissais déjà quelques mots en japonais malgré moi, comme par exemple Neko. d'où les neki neko, ou encore Tamago. d'où les tamagotchi, pour ceux qui ont la ref. Bref, si tu veux te mettre à une langue, sache qu'avec mon lien en description, tu auras une réduction de jusqu'à moins 50% sur tous les abonnements, y compris l'abonnement Lifetime. Ça c'est très intéressant, tu payes une fois et toute ta vie, t'as accès à 24 langues. Plutôt solide. Il y a des centaines de millions d'années, le monde était unifié. Sur Terre, on ne retrouvait en effet qu'un seul et même continent, la Pangée. Mais au fil des millions d'années qui se sont écoulées, ce supercontinent originel a fini par se séparer, et les terres ainsi formées se sont réparties uniformément sur les océans, pour finir par dépeindre le monde que l'on connaît aujourd'hui. De par cet événement, le sort des futurs êtres vivants de la planète était scellé, ils allaient tous se développer séparément, chacun sur leur continent. Ainsi, la communication entre les peuples serait plus difficile, mais dans le même temps, sans cette dislocation, l'humanité serait probablement passée à côté de la richesse incroyable que cet événement a engendré. Moins de paysages uniques, moins d'espèces animales particulières, moins de saveurs propres à chaque région, ou encore moins de cultures, de croyances et de traditions toutes plus fascinantes les unes que les autres. Cependant, bien qu'apparemment bénéfiques pour la diversité, ces gigantesques mers et océans formaient tout de même des barrières, le monde était divisé. Et, bien avant les premiers avions ou encore l'ère d'Internet, c'est un autre moyen de connecter les peuples qui vit le jour. La navigation. En effet, grâce à toutes sortes d'embarcations prêtes à dompter les océans, les êtres humains ont, à un moment donné de leur histoire, pu parcourir la planète et échanger avec leurs semblables s'étant développés en d'autres lieux. Comme si au final, alors que la dislocation du supercontinent de la Pangée avait séparé les peuples il y a bien longtemps, la navigation, quant à elle, venait de réaliser la prouesse d'à nouveau les rassembler. Alors oui, en y réfléchissant, l'impact socio-culturel de la navigation est très profond, puisque c'est elle qui initialement a permis aux différentes cultures et sociétés de se rencontrer, de se mélanger et de s'influencer mutuellement. Et s'il y a bien une œuvre qui encapsule à merveille cette idée de la navigation comme moyen de rassembler les peuples, c'est bel et bien One Piece.
En effet, de prime abord, sur nombre d'aspects, le monde de One Piece est divisé. Cette idée, on la ressent déjà bien sûr avec la séparation des différents peuples, qui n'ont d'autre choix que de prendre la mer pour se rassembler. Mais surtout, elle paraît évidente quand on analyse la géographie de leur monde, quand on réalise que la carte qui compose ce globe paraît presque artificielle, tellement elle semble structurée et organisée. Presque comme si, on y reviendra, cette division du monde avait été orchestrée dans l'ombre pour être la plus optimale. Déjà, ce monde est séparé en 4 par 2 parallèles. Un premier parallèle constitué d'une énorme et dangereuse voie maritime, qu'on appelle Grand Line, ainsi qu'un parallèle continental, qu'on appelle Red Line, et qui lui aussi fait le tour de la planète. De cette division, il ressort 5 zones équitables. 4 d'entre elles forment les principales régions du monde, East Blue, West Blue, North Blue et South Blue. Mais ces 4 mers, relativement calmes, qu'on appelle les Blues, ne sont que la surface de cette apparente scission du monde. En effet, pour constater l'ampleur de ce phénomène, il faut aller voir du côté de la 5e zone, celle de la principale voie maritime qui parcourt le monde de One Piece. Cette fameuse voie, elle est entourée de Calm Belt, une ceinture de mer calme en apparence, mais totalement impraticable, en raison des monstres marins l'occupant, qui rendent donc impossible sa traversée, et qui ainsi bloquent l'accès à cette autoroute maritime. Malgré tout, si vous réussissez à pénétrer dans cette zone, vous constaterez que toutes les îles qui s'y trouvent, elles sont encore plus fracturées que le reste du monde. En effet, les peuples qui y vivent sont comme en autarcie, tant ils sont isolés géographiquement et tant l'accès à leurs terres est limité aux navigateurs les plus téméraires, à savoir les seuls qui oseront dompter les courants marins et les terribles conditions météorologiques qui régissent ces mers. Car oui, si on parle de route de tous les dangers, ce n'est pas pour rien. La navigation sur cette voie, elle est largement imprévisible, et pour ne rien arranger, les îles possèdent toutes des microclimats aléatoires. Comme si encore une fois, il semblait que tout cela soit volontaire pour décourager même les voyageurs les plus aguerris à s'y aventurer. Mais alors si les barrières érigées semblent si grandes et dissuasives, qu'est-ce qui pousse toute une génération à se lancer dans cette exploration ? Eh bien je dirais que c'est probablement la quête d'un trésor mystérieux, ou bien l'appel de l'aventure, l'inconnu, la vérité. Ou encore pourquoi pas, un propos sous-jacent à l'œuvre qui ne cesse de s'intensifier au fil des chapitres avec les Mugiwara, à savoir la volonté d'unifier ce monde si divisé et de le conduire à ne faire plus qu'un. Une seule pièce, One Piece. C'est ainsi que les équipages que nous suivons ne cesseront par la navigation de découvrir de nouvelles cultures ou encore de briser les barrières raciales érigées par le passé, comme si la navigation était non seulement un outil de survie, mais aussi un moyen de libération et d'unification. Voilà, on a bien compris le rôle de la navigation dans One Piece, son pourquoi, avec des idées sur lesquelles on reviendra à la fin de cette vidéo en tentant de relier tout ce qu'on a pu dire à des théories sur l'œuvre. Mais avant tout, pour avoir tous les éléments à connecter, il faut qu'on parle du comment. Oui, il faut qu'on étudie tout ce qu'Eiichiro Oda nous dit sur la navigation dans One Piece afin de percer certains mystères de ce monde et surtout de comprendre la vraie nature du log pose. Pour ce faire, commençons par revoir les bases de la navigation. Tu l'as donc compris, dans cette partie on va parler navigation. L'objectif, ça va être de faire un parallèle entre notre monde et celui de One Piece. Ça va être de voir ce qui se passe si on applique nos techniques de navigation terrestre à ce monde fictif. Bon, je conçois que ça peut paraître superflu dans notre quête du log pose, mais je vous assure que ce sera essentiel. Essentiel si on veut mieux comprendre pourquoi la navigation dans le monde de One Piece est infiniment plus complexe que sur Terre, et donc pourquoi ils ont besoin de cet outil supplémentaire. Bref, comme on va parler navigation, laissez-moi vous présenter ceci, ce qu'on va appeler la Triforce de la navigation. À savoir 3 éléments qui, si on les a tous, nous permettront de naviguer sereinement sur n'importe quelle mer de notre monde. Et ces 3 éléments, ce sont de 1, une carte, donc la connaissance de l'environnement qui nous entoure, de 2, la capacité à suivre un cap sans s'en détourner, et de 3, la capacité de se localiser, de savoir où on est à chaque instant. Oui, c'est bien avec ces 3 éléments qu'on a tout pour naviguer. On peut en effet se donner un objectif à atteindre avec la carte, se localiser par rapport à ce dernier, et enfin définir un cap pour l'atteindre. Maintenant que c'est clair, on va pouvoir développer chaque branche de cette Triforce dans notre monde, vs dans celui de One Piece. On va donc développer 3 techniques de navigation, de la plus rudimentaire à la plus sophistiquée. C'est parti pour le niveau 1 des techniques de navigation. Ce premier niveau, c'est celui de la navigation à l'estime, la navigation à vue près des côtes. Pour faire simple, c'est celui de l'utilisation des cartes et pourquoi pas de connaissances rudimentaires sur les vents et les courants. Enfin, c'est très rudimentaire, et à titre d'exemple, on peut penser aux premières quêtes qui ont été menées dans l'histoire avec ces méthodes, comme quand les Romains ou les Grecs ont sillonné la Méditerranée de cette manière. Voilà donc pour ce niveau 1 de la navigation dans notre monde, le niveau facile. Et maintenant dans One Piece, ce premier niveau, il est largement accessible si tant est qu'on est dans East Blue par exemple.
En effet, dans cette zone du monde, avec une simple carte et des connaissances sur les courants ou les vents, la navigatrice Nami peut largement permettre à son équipage de se déplacer d'une terre à l'autre. Mais, si tant est qu'on arrive sur Grand Line avec ces méthodes, déjà on n'est plus censé avoir de carte, et surtout, on n'a que des îles isolées, donc naviguer à vue devient littéralement impossible. Il est ainsi temps de passer au niveau 2 des techniques de navigation. Ce second niveau, il consiste à pouvoir suivre un cap fixe, quelle que soit l'heure du jour ou la météo. Il consiste à se dire « Ok, je veux aller là-bas et ne pas dévier de ce trajet ». Et pour ce faire sur Terre, on a un outil qui a fait ses preuves depuis plusieurs siècles. Je veux bien sûr parler de la boussole. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la Terre possède un champ magnétique global, un champ que l'on représente souvent de la sorte. Ce champ magnétique, il est le résultat de ce qu'on appelle l'effet dynamo, un phénomène qui se produit dans le cœur de notre planète. C'est-à-dire qu'au niveau du noyau externe liquide de la Terre, qui est composé de fer et de nickel, on observe d'importants mouvements de convection. Ces mouvements génèrent alors un courant électrique qui, à son tour, crée un champ magnétique. Bon, il s'agit en réalité d'un système complexe qui dépend de beaucoup de paramètres, mais pour faire court, c'est bien grâce à ce mécanisme qu'un champ magnétique global se maintient sur Terre, et c'est alors grâce à ce dernier qu'on peut faire fonctionner les boussoles. En effet, la Terre agissant alors comme une sorte de gros aimant, les boussoles peuvent aligner leurs aiguilles magnétiques avec ce champ, ce qui nous permet à tout instant de déterminer la direction du nord magnétique, et par conséquent celle des autres points cardinaux. Voilà pour la Terre. Maintenant, dans One Piece, pouvoir suivre une direction, ça se fait bien sûr avec le log pose, mais dans cette partie, on transpose la science de notre monde à celui du leur, afin de mieux le comprendre. Donc le log pose, on l'oublie pour l'instant, et ainsi on regarde ce qui se passerait sur Grand Line avec notre fameuse technologie terrestre, la boussole. Ça va pas de hurler comme ça? Qu'est-ce qui se passe, l'ami chéri? Si c'est dans l'estomac qui crie famine, le déjeuner est servi. À table. C'est la boussole, elle est totalement détraquée. Elle n'indique plus aucune direction. Ah, ça alors. Mais c'est vrai, regardez, l'aiguille tourne sans s'arrêter. Tiens, c'est curieux. Et oui, une boussole sur Grand Line, elle est complètement déréglée, donc ce niveau 2 de la navigation, il ne pourra pas nous être donné par cet outil, tant il semble incompatible avec cette partie de leur monde. Ainsi, accéder aux points cardinaux ou garder un cap fixe, ça semble être un défi de taille sur Grand Line. Tout à fait. Si on est incapable de savoir dans quelle direction on va, on est perdu. On va y revenir très vite, mais en attendant, il faut passer au niveau suivant. Car à ce stade, sur Terre, même si on est en mesure de suivre n'importe quel cap avec une boussole, cette capacité ne devient vraiment utile que quand elle est couplée à une autre capacité, celle de savoir à tout instant où on se situe sur Terre. Car oui, à ce stade du niveau 2, nos navires sont encore incapables de se localiser. Ça tombe bien, c'est l'objet du niveau 3. Mais du coup, savoir où on est sur Terre, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes ? Ça revient tout simplement à pouvoir dire « je suis ici », donc à connaître sa latitude et sa longitude. Or, il se trouve que sur Terre, la latitude, on a assez vite trouvé des solutions pour la connaître facilement depuis un bateau. Pour ce faire, on a par exemple utilisé ce qu'on appelle un astrolabe nautique. Le concept, il est assez simple. En gros, t'alignes l'axe de ton outil sur l'horizon, puis tu pointes ta règle vers un astre, et ainsi t'obtiens l'angle entre l'astre et l'horizon, puis tu peux, en consultant des tables de calcul, trouver ta latitude. Bon, l'outil a ensuite évolué avec notamment le fameux sextant qui remplit la même mission, mais toujours est-il que ça y est, on a la latitude, on est à 1 sur 2, il nous manque donc la longitude, et ça y est, on sait où se situe notre bateau. Ok, mais le problème, c'est que trouver sa longitude en mer, ça a été un casse-tête pendant des années. Oui, cette problématique, elle fut si complexe que littéralement, une bonne partie d'un grand musée à Londres lui est consacrée, à savoir l'Observatoire Royal de Greenwich, que j'ai eu l'occasion de visiter et dont vous voyez des images. Bref, la longitude. Bon, sur le papier, vous me direz que ça paraît pas si complexe, parce que pour rappel, la longitude, on peut la trouver simplement avec les fuseaux horaires. Genre l'idée, c'est qu'en mesurant l'heure où on est comparativement à un fuseau horaire de référence, on peut facilement déduire notre longitude. Alors oui, c'est vrai, mais le problème, c'est que mesurer le temps sur un bateau à l'époque où on se pose cette question, c'est vraiment pas simple. Genre même si ce qu'on veut faire, c'est entre guillemets juste garder une horloge d'un lieu de référence à l'heure sur notre embarcation, les méthodes qui permettent de le faire à l'époque, soit elles sont trop imprécises pour espérer des résultats fiables, soit elles demandent des mécanismes bien trop sensibles pour rester viables dans les conditions qu'on retrouve en naviguant. Enfin, à cause de tout ça, comme je l'ai dit, ce sujet a pendant longtemps été un casse-tête, au point même qu'en 1714, le Parlement britannique, via une loi, a lancé une sorte de concours avec à la clé un trésor de 20 000 livres pour quiconque trouverait une solution à ce problème de la longitude. The One Piece is real. Une prime dont la solution qu'il a récoltée est justement exposée à l'observatoire. D'ailleurs, je vous conseille vraiment ce lieu si vous voulez creuser ce lien entre le temps, l'astronomie et la navigation, c'est assez cool à voir.
Mais maintenant, pour revenir à One Piece, ce niveau 3 il semble lui aussi très complexe à atteindre pour les équipages pirates. En effet, connaître sa latitude et sa longitude, c'est très lié à des observations astronomiques. Or dans One Piece, ce type d'observation, je sais pas trop quoi vous en dire. Oui, hormis la vision qu'on a des satellites en orbite dans la bibliothèque de Ohara, on n'a que très peu d'informations sur les astres dans l'œuvre. Puis ensuite, compter sur le ciel, ça semble peu fiable, tant même au niveau de ce dernier, il y a des phénomènes étranges qui se produisent, comme vers Enies Lobby par exemple, où il semble qu'il fasse tout le temps jour. Donc difficile de compter sur le ciel en voyant de telles anomalies. Enfin voilà, tout ça pour dire qu'utiliser autre chose que le log pose sur Grand Line, ça semble compromis. Sachez qu'il est totalement suicidaire de naviguer sur Grand Line si vous n'avez pas de log pose. De toute façon, on aurait beau pouvoir suivre un cap et avoir notre position, sans carte du monde, on resterait aveugle, on n'aurait pas la capacité de savoir où on va réellement. Or, les cartes sur Grand Line, ça semble très rare, tant elles sont prohibées par le gouvernement mondial. Parce que oui, après tout, une carte complète du monde dans One Piece, c'est si mystique que ça représente rien de moins que le rêve ultime d'un Mugiwara. Moi, mon vœu, c'est de cartographier la Terre entière. Bref, voilà pour les 3 niveaux historiques de navigation. Je pense qu'en les amenant dans le monde de One Piece, on a un peu mieux pris conscience de toutes les problématiques auxquelles on a affaire. Mais alors maintenant, si rien de tout ce qu'on a vu ne fonctionne sur Grand Line, comment navigue-t-on sur ces mers ? Avant tout, je sais que le concept que je vais vous présenter, celui du log pose, qui te fait avancer d'île en île les unes après les autres, ça a une dimension très narrative, et que c'est avant tout un coup de génie d'Oda pour justifier dans l'œuvre le parcours des Mugiwara, tout comme l'est d'ailleurs la géographie du monde dans lequel ils évoluent, le concept des météos à îles variables. Leur but c'est avant tout d'avoir un univers varié et de le justifier par des mécaniques intelligentes. Dans la même veine, je sais bien que téléphoner avec des escargots, ou encore utiliser du coca comme carburant pour un bateau, ça n'a pas de sens, et qu'il n'y a pas d'explication à y chercher. Ainsi on pourrait se dire que le log pose il est juste narratif, qu'il n'a rien de scientifique. Alors oui, je suis 100% d'accord. Mais toujours est-il que spéculer, se poser des questions que personne s'est jamais posées, c'est ça qu'on fait ici. Donc si t'es prêt à le faire, écoute avec moi ce que Crocus a à nous dire sur ce fameux log pose dans sa scène d'introduction. Si vous tenez à vous aventurer sur Grand Line, vous aurez besoin d'un log pose pour vous guider. C'est un instrument spécial doté d'un système qui enregistre le champ magnétique des îles. Dans cette scène, j'estime qu'il y a 3 choses qui sont à retenir si on veut concevoir un log pose. 3 règles de base que notre technologie devra forcément vérifier. La première, c'est que le log pose utilise le champ magnétique pour fonctionner, et particulièrement le champ magnétique que semblent générer les îles de Grand Line. Les îles qui jalonnent la route de Grand Line recèlent une quantité importante de minerais, ce qui cause de nombreuses anomalies du champ magnétique. En outre, les courants et les vents atypiques de cet océan n'arrangent rien. La seconde, c'est que cet outil présente un temps de chargement. Un temps de chargement variable selon les îles qu'on visite. Par exemple, à Little Garden, il met 1 an à se recharger, alors qu'à Water 7, il ne mettra qu'1 semaine pour le faire. Il se trouve que le champ magnétique des îles de Grand Line obéit à des lois particulières. Quand vous arrivez sur une île, vous devez enregistrer sa fréquence magnétique avant de connaître la direction de l'île suivante et d'établir votre trajectoire. Et enfin la 3e règle, c'est qu'une fois rechargé, le log pose doit pointer la direction de la prochaine île, puis maintenir ce cap, et ce, à très grande distance de cette destination. C'est donc ça le log pose s'il n'y a aucune graduation. Ok, on a un cahier des charges, on peut donc spéculer sur le fonctionnement. C'est la spéculation. La première info capitale à utiliser, c'est celle qui nous dit qu'a priori, de par leur composition, les îles de Grand Line ont des propriétés magnétiques spéciales. Ce seraient d'ailleurs ces anomalies magnétiques qui expliqueraient le comportement des boussoles dont les aiguilles semblent s'affoler. Cette boussole n'est pas détraquée, au contraire, elle est en parfait état. Mais alors, c'est le champ magnétique ? Et si chacune de ces îles possède un champ magnétique particulier, il semble que ce soit à cause de leur concentration particulière en minéraux magnétiques, comme par exemple la magnétite, le fer, le nickel ou le cobalt, qui pourraient contribuer à ce phénomène sur Terre. Car oui, même sur notre planète, il existe bel et bien des portions de continents qui ont été chargées magnétiquement via un processus d'aimantation qui s'est fait avec le temps. En effet, certains matériaux, si tu les exposes à un champ magnétique fort pendant un certain temps, ils peuvent aligner leur domaine magnétique microscopique avec ce champ, et ils finissent alors magnétiques. Donc on peut se dire que les îles de Grand Line, elles pourraient avoir subi un processus comparable à grande échelle. Un peu comme dans la situation sur Terre, où quand un volcan expulse du magma, les minéraux magnétiques présents dans la lave refroidie peuvent alors s'aligner avec le champ magnétique de la Terre lorsqu'il se solidifie. Ce qui, une fois le processus terminé, crée bien en eux une sorte d'empreinte magnétique permanente.
Pour info, c'est d'ailleurs grâce à ce constat, celui de portions de terre successives avec des empreintes magnétiques d'orientation différentes, qu'on a pu mettre en évidence le fait que le champ magnétique global de la Terre s'était inversé avec le temps. Genre telle strate montre qu'à telle époque, le nord géographique était le sud magnétique, puis la strate suivante montre qu'à telle autre époque, c'était l'inverse, puis ainsi de suite, etc., etc. Enfin, en quelque sorte, on fossilise le champ magnétique terrestre, ce qui provoque des anomalies magnétiques locales qui peuvent alors désorienter les boussoles. Et ainsi, tout simplement, les logposes pourraient être sensibles à ces matériaux. Ils seraient en quelque sorte calibrés pour détecter les signatures magnétiques de ces îles en ignorant les autres sources de champs magnétiques. Mais le problème avec ça, c'est que ces anomalies magnétiques que peuvent avoir les îles, dans le cas d'une boussole par exemple, elles se ressentiraient uniquement très à proximité du matériau concerné. Donc typiquement, notre critère 3 du cahier des charges semble impossible à vérifier si on n'utilise que cette propriété de notre monde. Oui, le problème c'est ce à grande distance, parce que admettons par exemple qu'on place ici un énormément. Certes, quand on est à côté de ce dernier, les perturbations engendrées sont ressenties, mais en revanche, quand on s'en éloigne, ça décroît très vite, au point qu'à un certain stade, on ne le perçoive même plus. Alors que le champ magnétique global, lui justement, comme il est global, il nous accompagne toujours. Bref, vous comprenez la problématique. Détecter un champ magnétique en particulier, c'est pas facile, surtout quand ce champ, on doit le détecter parmi une multitude d'autres. Et oui, nouvelle barrière, sur une planète normalement constituée, des sources de champs magnétiques, il y en a une multitude. Bon, on n'a pas encore le fonctionnement du logpose, mais on a bien éclairci cette idée introduite par Crocus, celle des îles qui ont une signature magnétique identifiable en raison de leur composition. Sauf qu'à vrai dire, ça semble pas si simple que ça. En effet, rien qu'au niveau de ces champs magnétiques propres aux îles, il semble que dans le Nouveau Monde en tout cas, ces champs ne soient pas fixes, mais bel et bien très variables. Dans le Nouveau Monde, la météo et les courants marins sont très dangereux. En outre, les champs magnétiques de certaines îles se modifient de façon aléatoire, alors qu'ils restent constants sur les autres océans. Aïe, encore un critère à prendre en compte avec le trilogpose, qui pour faire simple est juste un outil composé de 3 logposes qu'on utilise dans le Nouveau Monde. Pourquoi il y a 3 aiguilles? Et si on le fait, c'est parce que comme certaines îles ont des champs très variables, elles deviennent parfois introuvables tant l'aiguille est indécise. Donc c'est pratique d'avoir dans ces situations d'autres possibilités de direction. Hein? Qu'est-ce que j'entends? C'est un nouveau logpose? Enfin bon, le problème auquel on fait face, c'est justement d'expliquer l'origine de ces prétendus champs magnétiques fluctuants. Les champs magnétiques de certaines îles se modifient de façon aléatoire. Et pour ce faire, on peut penser à plein de choses très différentes. Parce que par exemple, sur Terre, des paramètres qui influent sur le champ magnétique, il y en a beaucoup. Donc ce que je vous propose, et qui va être très important pour ma théorie, c'est de détailler toutes les sources potentielles de champs magnétiques en les recensant par ordre décroissant d'influence. Donc d'a priori la plus importante aux moins importantes. La première source, c'est bien sûr le champ magnétique généré par le noyau de la Terre, qui sur la planète bleue est la composante dominante du champ magnétique total. La seconde, c'est le champ magnétique crustal, celui qu'on vient d'évoquer, qui est donc dû à la distribution des roches magnétiques dans la croûte terrestre. La troisième, c'est le champ magnétique externe, donc les champs induits par l'interaction entre le champ magnétique terrestre ainsi que tout ce qui se passe à l'extérieur, comme les vents solaires notamment. Puis après ça, on a tout le reste, tous les autres paramètres d'influence que j'ai mis ensemble, comme par exemple les courants océaniques, l'altitude, ou encore des structures métalliques qui pourraient conduire à des anomalies locales. Enfin tous les petits trucs quoi. Et enfin, je sais pas trop où la mettre niveau importance, mais dans le monde de One Piece, on pourrait penser à d'autres influences extérieures. Genre comme on nous explique que dans le Nouveau Monde, les fluctuations des champs liés aux îles sont archi importants et imprévisibles, on pourrait se dire que c'est lié à une influence humaine sur le champ magnétique, qui pourrait par exemple être lié à une volonté du gouvernement mondial de brouiller les pistes, en rendant le Nouveau Monde plus impraticable, ce qu'il ferait par exemple en interférant avec les logposes des navigateurs, qui pour rappel sont les seuls outils de navigation utilisables. Bon là on est vraiment dans de la pure spéculation hein. Bref, vous avez compris, maintenant retenez-les bien ces 5 composantes du champ magnétique global que j'ai associées à des couleurs, parce qu'on va très vite s'en resservir dans ma théorie du logpose. En effet, ce sont bien toutes ces sources qui vont interférer avec notre outil, étant donné que c'est elles qui créent des fluctuations de champ magnétique dans l'espace et le temps. Mais avant de passer à cette fameuse théorie, petite parenthèse sur les mouvements de convection dans le noyau, parce qu'en réalité, on sait même pas si la planète de One Piece a un champ magnétique global comme celui de la Terre. En effet, par exemple, la planète Mars, elle en a eu un il y a des millions d'années, mais elle en a plus aujourd'hui, donc c'est pas un prérequis pour une planète, même si son rôle il est quand même très important dans le cas de la Terre, faut le savoir.
Enfin, de toute façon, personnellement, je pense que leur planète a bel et bien ce champ magnétique. Parce que sinon, pourquoi Nami utiliserait intuitivement une boussole au début? Oui, elle sort pas ça de nulle part, et c'est sûrement parce que pour les habitants des Blue, cette invention, elle est bel et bien utile dans leur partie du monde. Puis l'autre indice pour moi, c'est ces oiseaux qu'on retrouve sur Jaya, les Southbirds, qui pour rappel ont la capacité de constamment pointer vers le sud. Or a priori, il n'y a pas 30 000 raisons qui peuvent expliquer ça, hormis le fait qu'ils aient une sorte de boussole interne les rendant sensibles au champ magnétique global. Cette faculté, on la retrouve d'ailleurs chez certains animaux de notre monde, comme par exemple les pigeons voyageurs qui semblent utiliser le champ magnétique terrestre pour s'orienter, une capacité qu'on a pu illustrer en installant des aimants sur ces oiseaux, ce qui visiblement perturbait grandement leur habilité à rentrer au pigeonnier par rapport aux fois où ils n'en avaient pas. Bref, fin de la parenthèse, à présent remettez-vous bien en tête toutes les sources potentielles de champs magnétiques ainsi que les 3 critères du cahier des charges. Car ça y est, on passe aux choses sérieuses, et après de multiples essais infructueux, à défaut de savoir comment il marche dans le monde de One Piece, je vais vous présenter ma solution pour un log post terrestre. Comme prévu, la mission d'expliquer le log post sur Terre, elle était pas simple. Pour tout vous dire, j'ai même failli abandonner cette vidéo parce que je trouvais rien de vraiment convaincant. Enfin ça, c'était avant que je tombe sur ce projet de l'Agence spatiale européenne, la mission Swarn. En fait, un enjeu important aussi bien sur notre planète que dans le monde de One Piece, ce serait d'avoir une image détaillée du champ magnétique planétaire, aussi bien dans l'espace que dans le temps. Ainsi, pour répondre à cet objectif, à la surface de la Terre, on retrouve une centaine d'observatoires magnétiques qui travaillent en réseau à travers le globe. Ces observatoires, ils sont équipés de magnétomètres électroniques archi précis, dont le but est justement de modéliser le champ magnétique planétaire. Ok, c'est super a priori, mais le problème, c'est qu'avec ces mesures en surface, on a du mal à avoir une réelle vision globale. On a notamment du mal à étudier des zones immenses comme celle des océans, ce qui est problématique pour One Piece. Mais justement, pour compléter notre vision et avoir la meilleure carte magnétique possible du monde, il a été décidé en 2013 de placer des magnétomètres ultra performants en orbite. Donner une vision approfondie du champ magnétique terrestre, établir sa composition et retracer ses changements dans l'espace et dans le temps, c'est l'objectif ambitieux que s'est donné une nouvelle mission prochainement lancée par l'Agence spatiale européenne. Grâce à ces 3 satellites qui orbitent la Terre à différentes altitudes et inclinaisons, Swarn est en effet en mesure de capturer des données détaillées sur le champ magnétique terrestre et ses fluctuations. Genre en balayant tous les recoins de notre planète, ils ont pour objectif de nous aider à mieux comprendre les processus complexes qui se déroulent à l'intérieur et à l'extérieur de cette dernière. À bord des satellites, des magnétomètres sphériques compacts donneront un nouvel aperçu des processus électromagnétiques qui se produisent à l'extérieur et à l'intérieur de la Terre. Et le gros avantage de cette technologie, c'est qu'elle ne se concentre pas uniquement sur la source principale du champ magnétique, que représente l'effet dynamo dans le noyau externe. Non, ici il semble bien que ce projet a pour ambition de mieux comprendre l'ensemble des paramètres d'influence sur le champ magnétique terrestre, à savoir toutes les sources qu'on a citées dans la partie précédente. Cette configuration est optimale pour mieux séparer le signal de chacune des sources du champ magnétique terrestre. D'une part, le champ produit à l'intérieur du noyau de la Terre, qui est le champ principal. D'autre part, des roches aimantées qu'on trouve à la surface de la Terre. Ensuite, des courants électriques qui circulent à l'intérieur de l'ionosphère. Et enfin, au-dessus de l'ionosphère, dans l'espace, des particules qui circulent dans la magnétosphère. Même les océans contribuent un peu au champ magnétique. Oui, l'ambition est claire, avoir la meilleure cartographie de toutes les sources de champ magnétique dans l'espace et le temps. On a une constellation de satellites conçue en particulier pour mesurer en vol tous les éléments qui contribuent au champ magnétique. On y est, maintenant que vous avez connaissance de la mission Swarn, il est l'heure de concevoir notre log post terrestre. Bon, juste, évidemment, pour se repérer avec des satellites, il y aurait d'autres solutions bien plus simples, genre avoir une carte du monde, puis utiliser la technologie GPS, donc faire une triangularisation pour se repérer en instantané. Mais le truc, c'est que ce critère d'utiliser le champ magnétique, c'est la base de notre cahier des charges, donc on se doit de faire quelque chose de légèrement différent. Bref, pour cette théorie donc, on a besoin de 3 éléments distincts. Le premier, c'est le log pose, qui agira comme un émetteur-récepteur et que chaque marin aura sur son bateau. Le second, c'est un réseau de satellites similaire à celui de la mission Swarn, qui se déplacerait donc en orbite autour de la planète pour détecter les variations de son champ magnétique. On peut même faire l'hypothèse par exemple que ce réseau de satellites il a été déployé à l'époque où la civilisation avancée technologiquement vivait dans le monde de One Piece.
Et le troisième élément, c'est un ou plusieurs centres de traitement de données qu'on retrouverait à travers le globe. Genre des stations au sol équipées de super-ordinateurs capables de traiter rapidement les volumes massifs de données transmises par les satellites. Là encore, on peut faire l'hypothèse que l'origine de ces super-ordinateurs se trouve sur Egghead Island, à savoir le QG des technologies futuristes. Puis enfin, pour relier tous ces éléments entre eux, il nous faudrait un réseau de communication sans fil à haut débit. On peut d'ailleurs noter que dans le monde de One Piece, les infrastructures de télécommunication, elles sont bien présentes. Bon, ils ont des escargophones, pas des iPhones, mais ces derniers semblent tout de même fonctionner à peu près de partout, ce qui sous-entend un réseau assez performant. Voilà, tous nos éléments sont en place, et maintenant, pour développer le lien entre toutes ces infrastructures, il nous faut voir un cas classique d'utilisation de l'outil. Donc, étape 1, on arrive sur une nouvelle île. À ce moment-là, le logpose le sait, car ce dernier, il est en lien avec la station au sol la plus proche, et cette dernière, elle vient bien de lui confirmer qu'il est arrivé sur la signature magnétique particulière qu'il traquait depuis la dernière île. Enfin, on est arrivé à destination, et c'est donc le moment de l'étape 2, le lancement d'un nouveau processus d'analyse. Oui, une fois que la station au sol a confirmé la localisation du logpose sur la nouvelle île, elle peut déclencher un nouveau processus d'analyse de l'évolution du champ magnétique planétaire. Un processus qui induit une collaboration étroite entre les satellites et les superordinateurs. Puisque de leur côté, on a les satellites équipés de magnétomètres qui vont commencer à collecter les données de variation du champ magnétique autour de la position actuelle du logpose. Puis de l'autre côté, les données collectées par les satellites sont transmises en temps réel à la station au sol où les superordinateurs effectuent une analyse complexe. Et tu l'as compris, c'est à ce moment-là, celui d'analyse, qu'on discrétiserait les données, et donc qu'on soustrairait par exemple toutes les sources de champs magnétiques pour distinguer uniquement celles qui traduisent la présence d'une île. L'objectif, c'est d'une certaine manière de mettre en évidence le champ magnétique crustal, qui semble très marqué sur les îles de Grand Line, d'après ce que nous a dit Crocus. Et à ce moment-là, on peut d'ailleurs allouer le temps d'analyse variable selon les îles à la difficulté de réaliser cette tâche dans certaines parties du monde, ou même au fait que compte tenu de leur orbite, certaines zones sont plus rarement balayées par les satellites. Enfin, c'est très bancal, mais voilà. Bref, une fois ce processus de discrétisation réalisé, les superordinateurs de la station, ils ont en quelque sorte dessiné une carte du monde grâce à l'analyse du champ magnétique. Et ainsi, ils sont en mesure de déterminer la localisation de la prochaine île. Voici donc l'étape 3, le pointage de la prochaine île. Oui, après avoir identifié la prochaine île, la station au sol transmet l'information au logpose et ce dernier, il va alors ajuster son aiguille pour pointer en direction de cette nouvelle destination. Et puis bien sûr, une fois calibré, le logpose, il reste en communication avec le superordinateur pour la maintenir fixe sur cette direction jusqu'à l'arrivée sur la prochaine île. Une île où tout le processus recommencera à l'étape 1. Bon, ok, c'est pas la solution du siècle, on va pas se le cacher, mais de base, cet outil il est quand même assez aberrant. Donc tant qu'a priori, la technologie coche toutes les cases du cahier des charges, on va s'en contenter. De toute façon, comme d'hab, le plus important, ça reste les concepts qu'on a balayés en chemin. Bref, on n'a probablement pas expliqué le fonctionnement du logpose dans One Piece, mais on a quand même réussi à voir comment, en se plaçant dans notre monde, on pourrait concevoir un objet qui respecte le cahier des charges qu'on nous présente. Sur ce donc, en lien avec tout ce qu'on a pu dire sur le monde de One Piece dans la vidéo, il est l'heure de parler de l'œuvre plus globalement, et surtout de son dénouement. Ok, pause. Avant la partie finale, quelques trucs à dire. Déjà, en vrai, petit like et petit commentaire, ça fait plaisir. Merci beaucoup à ceux qui le font à chaque fois. Ensuite, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à aller en description consulter le lien avec l'offre de Rosetta Stone, qui pour rappel donne jusqu'à moins 50% sur tous les abonnements, y compris le lifetime. Et enfin, je voulais juste passer une petite annonce, comme quoi je cherchais éventuellement un monteur. J'aimerais en fait tester de travailler avec quelqu'un sur cet aspect des vidéos. Genre maintenant que j'ai des sponsors et tout, je peux me le permettre, donc si ça te chauffe, fais pause, tout est écrit là. Allez, la fin de la vidéo. Quelque chose qu'on entend souvent sur la fin de One Piece, c'est que cette dernière devrait avoir un lien avec cette idée qu'on avait abordée au début. Cette idée de réunification des peuples, cette idée de dépasser toutes les barrières qui nous séparent pour ne former plus qu'un, un monde unifié, One Piece. Et au cours de l'œuvre, pour tendre vers cet idéal, c'est la navigation qui joue un rôle décisif, avec des pirates qui se regroupent en équipages cosmopolites et qui, au fur et à mesure qu'ils avancent, finissent par rallier des populations à leur idéologie. Maintenant, on l'a vu dans cette vidéo, l'origine de la division du monde de One Piece, elle est en grande partie liable à la carte de ce dernier. Une carte bien particulière, bien symétrique, bien organisée, trop organisée. Comme si, j'en ai fait l'hypothèse, on voulait nous faire comprendre que tout ceci était orchestré, que cette carte du monde avait été pensée pour justement éloigner les peuples en 5 grandes zones, dont la plus riche, Grand Line, serait également la plus inaccessible.
Oui, sur Grand Line, tout est plus complexe. Les courants terribles qu'on y retrouve vous empêchent d'y naviguer sereinement, le magnétisme mystérieux des îles vous rend l'orientation chaotique, les microclimats au sein de chaque île rendent impossible toute forme de confort. Enfin, beaucoup de barrières, mais des barrières qui pour autant ne font pas peur aux Mugiwara, puisque ces derniers, tout au long de l'aventure, n'auront de cesse de braver l'impossible pour libérer les peuples isolés qu'ils rencontrent. Oui, tout au long de leur périple, ces derniers ne cesseront d'être portés par ce besoin d'unifier le monde, à l'instar de Monkey D. Luffy, qui un beau jour tiendra la vieille promesse de Joy Boy en libérant le peuple des hommes poissons. En lien avec tout ça, il y a d'ailleurs une théorie assez connue qui propose que littéralement, à la fin de One Piece, si le monde sera unifié, ce sera par un mouvement des continents. On parle parfois de briser Red Line pour par la même occasion anéantir les dragons célestes. Ou encore, on parle d'un monde qui ne formerait plus qu'un seul et grand continent entouré d'une grande mer, All Blue. Vous l'aurez compris, mais cette idée, elle est inspirée du continent de la Pangée qui composait notre monde il y a des millions d'années. Et d'ailleurs, elle a pris de l'ampleur suite à la révélation du nom que porte le château surplombant Marie-Joise, à savoir le château de Pangea. Bref, on sait pas si cette théorie se réalisera de cette manière-là, mais en tout cas de mon côté, j'espère un minimum que la structure de ce monde aura un lien avec le fin mot de l'histoire. J'espère qu'on comprendra peut-être que quelque chose de non naturel régissait ce monde. J'espère que potentiellement, on nous montrera qu'à l'instar des finances, de l'agriculture et de la justice, contrôlées d'une main de maître par des dieux au sommet du monde, si l'environnement avait lui aussi son dieu, c'était dans le sens qu'on vient de décrire. Oui, et si les variations totalement contre nature du climat qu'on nous présente n'étaient effectivement pas naturelles, mais bel et bien orchestrées pour diviser. Contrôle de météo, je les vois petits comme si j'étais au... Et si la configuration artificielle de cette carte du monde avait un lien avec le siècle oublié? Je suis sur Grand Line, j'augmente de niveau à chaque île. Et si les théories du contrôle du champ magnétique et des courants avaient un rôle avec tout ça? Je suis dans le complot comme en Antarctique. Ok, en fait je veux juste une fin bien théorie du complot, bien grosse révélation si on résume là. Mais bon, je vais me calmer, même s'il n'y a pas du tout ça, au final, c'est pas très grave. Hein. Tant que ça se tape entre pirates, révolutionnaires et gouvernement mondial, tant qu'il y a du dragon céleste ensanglanté, bah je serais quand même content. C'était Gotabor, out.